recevoir aujourd'hui, dans le cadre du festival du premier roman, une rencontre entre deux auteurs, donc Olivier Bourdeau pour son livre Pactum Salis, paru aux éditions Finitude, et Olivier Chantral pour Un élément perturbateur, paru aux éditions Gallimard. Yann Nicole, donc, animateur littéraire et directeur de la fête du livre de Pont, entre autres, sera le modérateur de cette rencontre. J'aimerais signaler l'importance de cette rencontre pour la Bibliothèque Georges Brassens et pour les membres du comité de lecture, qui nous remercions de leur présence et de leur implication tout au long de l'année. Et aussi, j'ai profité de l'occasion pour vous proposer une vente dédicace après la rencontre et remercier aussi les libraires de ce partenariat. Alors, je laisse la parole à Yann Nicole et je vous souhaite une très très bonne rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'est-ce pas nécessaire de prendre les micros? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou... Ça fait un petit crash, il doit être allumé. Il doit être allumé. Est-ce qu'on fait sans micro? Vous aviez prévu un enregistrement ou pas particulièrement? Oui, mais la voix suffira. La voix suffira, peut-être, c'est enfin, comme vous préférez. Oui, ça va. C'est peut-être pratique. La cigarette et du whisky rendent la voix grave. Bien, en tout cas, merci à vous d'être présents. Ok, bah, vous nous dites si vous nous entendez mal. Bienvenue à vous, bienvenue aux deux Olivier pour cette conversation où on va effectivement parler de ces deux livres. On va avoir d'abord un petit temps de discussion entre nous, puis je vous inviterai bien sûr ensuite à prendre la parole autour de ces deux romans qui mettent en scène des personnages qui sont comme ça aux lisières finalement de la société, à la fois dedans et dehors, j'ai envie de dire, des personnages qui sont très ambigus, qui sont à la fois attachants et parfois extrêmement agaçants. Donc je pense qu'on parlera aussi peut-être de cette complexité-là des personnages et de cette ambivalence, et puis surtout des personnages qui permettent d'apporter une vraie réflexion sur le monde contemporain, sur les dérives du monde contemporain, sur l'enfance, sur l'amitié, sur le rapport aussi bien sûr à la société, à l'ambition, à tout un tas de, je dirais, de données comme ça qui sont inhérentes au destin des deux personnages, des trois personnages principaux, même s'il y a évidemment d'autres personnages dans les livres. Vous Olivier, ce premier roman dont vous êtes lauréat cette année, hein, vous êtes dans la sélection cette année, Un élément perturbateur. Alors on ne sait pas bien si ce titre définit le livre, l'auteur ou le personnage, mais on y reviendra, peut-être les trois à la fois d'ailleurs. Mais on rediscutera bien sûr de ça autour de ce personnage de Serge Horowitz, une sorte de Candide un peu moderne comme ça, qui travaille dans une grande boîte, on va dire d'optimisation fiscale pour l'instant. On reviendra peut-être sur la manière dont on détermine cela, qui vit chez sa sœur et qui est un personnage dont on découvre petit à petit aussi les failles, les blessures et la manière dont il s'émancipe, ou en tout cas dont il affirme une forme d'identité. Chez vous, Olivier Bourdeau, donc c'est votre deuxième roman, hein, Entendant Bojangles avait été sélectionné ici même. Deuxième roman, donc Pactum Salis, qui met en scène l'amitié, en tout cas la rencontre entre deux personnages dont on a coutume de dire que tout les oppose, mais je vous interrogerai peut-être sur cette expression-là, dans les marais salants de Guérande, et on reparlera évidemment de ce lieu qui a une très grande importance dans l'atmosphère et dans peut-être même le caractère des personnages. Et là aussi une confrontation qui pose beaucoup de questions, je crois, sur l'inscription dans la société, dans la vie, et sur, oui, une forme d'émancipation individuelle, ou peut-être quelque chose de cet ordre. Peut-être on peut commencer avec vous, Olivier, sur... Déjà, vous en avez dit beaucoup. J'en ai dit beaucoup. Vous m'avez enlevé au moins une dizaine de cartouches. Je me trouvais sans réponse. Je considère toujours qu'il peut y avoir aussi des gens dans le public qui n'ont pas lu les livres et qu'il est bien de poser un peu les choses. En tout cas. Peut-être sur cette idée de l'amitié, est-ce que précisément cette relation, ce lien entre ces deux hommes, alors je mets des guillemets que tout oppose, parce qu'au final on verra que c'est beaucoup plus compliqué que cela, est-ce que c'est ça le moteur du livre au début, la dynamique, c'est cette rencontre-là, cette question de la relation amicale, ou en tout cas de la manière dont on peut interférer dans une relation de cet ordre-là? Oui, alors bah, écoutez, c'est assez simple. J'avais un autre roman en tête qui se passait en Amérique du Sud et aux États-Unis. Et à l'époque, je n'avais pas du tout les moyens de m'y rendre. Et donc, j'aime bien connaître les lieux dont je parle. Autant mes personnages sont des fictions, autant les paysages, j'aime bien y être assez fidèle. Et en l'occurrence, j'ai abandonné cette histoire et je voulais me remettre à écrire immédiatement. Je n'avais pas beaucoup de temps. J'abusais déjà depuis quelques années de la gentillesse de mes amis, de ma famille, et donc il fallait que je me remette au travail. Et donc je me suis dit que j'allais parler
de sujets que je connaissais. Ça me permettait de me mettre à ma table de travail dès le lendemain. Et donc j'ai décidé de parler de deux métiers que je connais très bien pour les avoir mal pratiqués, l'un et l'autre. L'immobilier où j'étais très médiocre et la cueillette de la fleur de sel que j'ai adoré, mais domaine dans lequel j'étais vraiment très mauvais. C'était un peu trop contemplatif. Mais j'avais donc un cadre qui est un personnage, ce sont les marais salants, et j'avais deux personnages. Déjà, le fait de dresser les carcasses comme ça en disant que l'un est paludier et l'autre est agent immobilier, ça les éloigne considérablement. Il n'y a absolument aucun point commun entre ces deux métiers. Je pense, je suis même certain que la plupart des agents immobiliers ignorent l'existence même du métier de paludier. Et pour les paludiers, étant donné qu'il y a eu un projet de promotion immobilière pour détruire les marais salants et les transformer en marina de luxe, je pense que pour les paludiers, l'agent immobilier est l'ennemi, voilà, il déteste ce genre d'individu. Donc sans même forcer le trait, en posant deux carcasses comme ça, en leur donnant deux métiers, ils étaient déjà extrêmement éloignés. Il a suffi ensuite, en les enrobant, de leur donner des origines différentes, des états d'âme différents et des objectifs différents. Et par conséquent, vous disiez avec des guillemets que tous les opposaient. Oui, dans l'exposé des personnages, ils sont déjà très très loin. Il m'a suffi de peu de choses pour les rendre encore plus différents. Et c'était quoi votre question? Non, mais c'était effectivement, est-ce que cette rencontre-là était le point de départ du livre? Peut-être on peut dire un mot, vous dites des origines différentes, et c'est évidemment intéressant, parce qu'ils sont finalement dans des trajets inverses. C'est un chassé-croisé social. C'est-à-dire que Jean naît à Paris dans une famille d'intellectuels, et dans un milieu plutôt aisé, et il va faire non pas un retour aux sources, parce que c'était une région qu'il ne connaît pas, mais un aller aux sources. Ça n'est pas quelque chose de très isolé. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent dans de grandes villes et qui souhaitent, sans même avoir vécu à la campagne, s'installer à la campagne, retrouver du vert. Et ça, c'est quelque chose qui sera, je pense, sans être un prophète, de plus en plus courant. La vie en ville vous absorbe tellement, vous déshumanise, que certaines personnes ressentent le besoin. Donc, lui, c'est son besoin, il ne trouve aucune utilité sociale, aucune passion, il a des déceptions en fréquentant des êtres humains, et par conséquent, un soir d'insomnie, il voit un reportage sur France 3 qui parle des marais salants, et il se dit ces marais salants seront ma vie. Et donc il suit une formation, il rachète des marais, et au moment où les deux personnages vont se rencontrer, il a réhabilité ces marais, il les a remis en eau, il s'en occupe et c'est sa vie. Et il n'a besoin de rien d'autre. Je crois qu'à ce moment-là, sa vie est réussie, il est heureux. Heureux et très seul. Et quand vous disiez qu'ils avaient des points communs, oui, ils sont tous les deux de grands solitaires. La solitude, il y a plusieurs sortes de solitude. Il y a la solitude choisie, il y a la solitude subie, qui est un drame pour les gens qui la vivent, forcément. Mais il y a la solitude choisie. Je pense que quand on choisit sa solitude, il faut entretenir, comme disait Montaigne, l'amitié que chacun se doit. Enfin, et donc plus on est seul, plus on a de l'amour pour soi-même, plus on a un ego démesuré. Et en l'occurrence, ces deux-là sont seuls et ont des égos démesurés. C'est leur point commun, la solitude et l'égoïsme. Voilà, je vais essayer d'être plus rapide. Parce que non, mais on va y venir. Une dernière petite chose. Oui, je vous en prie, vas-y. Et l'autre personnage s'appelle Michel, et il fait partie de ces gens qui naissent avec une ambition innée, débordante, rien ne peut les arrêter. Toute leur vie est tendue vers l'objectif de monter les échelons et de réussir et de remplir leur portefeuille. En l'occurrence, lui naît dans une famille modeste et il choisit sa solitude parce qu'il met sa solitude au service de son ambition. Il ne fréquente que des gens qui peuvent lui apporter de l'argent, voilà, ou le servir. Et au moment où ils vont se rencontrer, il est devenu riche et lui aussi considère qu'il a réussi sa vie. Voilà, ce sont deux personnes qui s'étaient fixés des objectifs très différents, mais qui ont atteint leur objectif. Et au moment où ils se rencontrent, ils ont réussi leur vie, l'un et l'autre, selon leurs propres critères. Bien sûr. Et je ne juge pas mes personnages. Je ne suis pas un procureur, ni un journaliste.
Juste dernière chose, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose de très beau dans votre livre, la manière dont vous déterminez au début justement ces personnages. On le découvre, Michel, ex-Michael d'ailleurs, dans cet hôtel de la Baule, qui est un hôtel dans lequel il ne venait pas quand il était enfant dû à sa condition modeste, mais qu'il regardait, qu'il voyait finalement avec une forme d'envie. Vous dites c'est quelqu'un qui a de l'ambition, mais c'est aussi quelqu'un qui est animé par un esprit de revanche d'une certaine manière, de revanche sociale. Vous diriez ça? Cette scène du début, elle est très belle parce qu'elle pose ça très vite, juste avec l'appartenance à cet hôtel de « je suis au pied et je suis dedans en train de boire du champagne ». Ben écoutez, je pense que dès lors que quelqu'un gagne de l'argent et qui vient d'un milieu modeste, il fait en sorte d'effacer ses anciennes frustrations, en quelque sorte. Et même si le mot revanche n'apparaît peut-être pas dans son esprit, inconsciemment, oui, il y a quelque chose de jouissif pour lui d'être aujourd'hui au sommet de ce palace et de voir l'emplacement où il venait poser sa petite serviette offerte par le Crédit Lyonnais. Oui, oui. Enfin, moi je pense. Moi, par exemple, je prends quelque chose de personnel. Je viens d'un milieu bourgeois, mais pendant 10 ans de ma vie, j'ai connu une condition. J'étais au RSA, je n'avais absolument pas d'argent, je n'avais pas d'appartement, je vivais à droite à gauche. Et forcément, j'ai connu une dégringolade sociale. Et à partir du moment où le livre a commencé à avoir du succès, je me suis offert ce que je regrettais de ne pas pouvoir m'offrir pendant ces 10 ans-là. C'est finalement assez logique. Mais je me suis jamais dit, en m'offrant tel plaisir, tiens, ceci est une revanche. C'est inconscient. C'est-à-dire que pendant 10 ans, tout ce que vous regardez et que vous ne pouvez pas atteindre, le jour où vous pouvez l'atteindre, vous le faites. Mais il n'y a pas de raisonnement en disant, tiens, je vais... vous ne rentrez pas avec le pompe torsé dans une boutique en disant, ça y est, j'y suis. Enfin, vous le faites parce que vous pouvez enfin le faire. Voilà. Olivier, c'est peut-être sur le personnage, on a évidemment le sentiment que le personnage est le levier principal du livre, et notamment parce qu'il est ce personnage, je le disais, très ambigu, très particulier, très singulier, et qui par définition pose un regard singulier, naïf, candide et à la fois extrêmement lucide sur le monde qui l'entoure. Est-ce que c'est ça finalement le prisme principal, le point de départ, c'est-à-dire ce personnage qui va pouvoir regarder l'amour, l'amitié, le travail, la consommation, la politique, avec ce regard un peu particulier ou singulier? Oui, c'est vrai que je trouve que j'ai toujours pensé que ce qui se passait plutôt dans les marges était plus intéressant que ce qui se passait au cœur des choses. Je crois que c'est vrai de plein de domaines, et notamment dans la société civile, où c'est assez rigolo de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui dont on peut parler, qui refusent l'évolution du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Alors ça peut être les zadistes, ça peut être les gens qui ont créé les AMAP, ça peut être plein de choses. Ce sont des gens qui ne font pas forcément énormément de bruit, enfin les zadistes un peu, mais qui ne font pas forcément énormément de bruit, et qui finalement, sans opposition et de manière relativement pacifique et souterraine, finalement construisent des alternatives à la pensée dominante. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Et en construisant ce personnage de Serge, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais en cours d'écriture, je me suis dit, mais finalement, c'est une sorte de Bartleby moderne, pour ceux qui ont lu le livre d'Herman Melville, avec ce scribe, je crois que ça se passe vers 1850, quelque chose comme ça, qui bosse chez un notaire, qui va tous les jours au travail, c'est l'employé modèle, il recopie des actes, etc. Et puis un jour, il arrive, comme tous les autres jours, dans l'office notarial, il accroche son pardessus, se met à son bureau, et quoi que lui demande son patron, le notaire, il répond cette phrase célèbre en anglais qui est « I would prefer not to », que beaucoup de traducteurs ont dit « je préférerais ne pas » ou « je ne préférerais pas ». Quoi que l'autre lui demande, il répond « je ne préférerais pas ». Et ça dure comme ça pendant des mois, et le notaire, ça le rend littéralement dingue. Ce type qui refuse de collaborer et qui en même temps n'exprime rien. Et ça m'amusait de faire un peu une version moderne de Bartleby à travers ce personnage de Serge. En même temps, ce qui est évidemment
ce qui donne une dimension supplémentaire au personnage, c'est qu'il préférerait ne pas, mais malgré tout, c'est-à-dire qu'il est aussi au cœur du système, à la fois dans le milieu professionnel, puisqu'il bosse, comme je le disais, dans cette boîte d'optimisation fiscale. Donc il y a cette double dimension, c'est-à-dire à la fois effectivement une forme de résistance aux dictats de l'époque ou aux dérives du temps présent, et en même temps, il est dedans. Je disais en introduction, il est à la fois dedans et dehors, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il est constamment pris dans ce dilemme, quoi, finalement, parce que il a un regard, comme vous le disiez, extrêmement lucide sur la société, sur le monde, et en même temps, il est lui-même prisonnier de tellement de peur, de phobie, de complexité interne, qu'il est incapable de l'exprimer. Et donc, du coup, il se situe finalement complètement à rebours de tous les préceptes à succès du développement personnel, parce que lui a choisi de totalement subir sa vie. Comme il a une phobie de l'engagement, et ben il se dit voilà, je vais totalement subir ma vie, donc j'ai peur de m'engager. Bon, je vais vivre avec ma sœur qui a une 50aine d'années, qui est une vieille fille. J'aime pas mon boulot. Normalement. Mais il sent sécurité quand il est chez sa sœur. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de risque. Il n'aime pas son boulot, il a conscience de travailler dans une entreprise qui a quand même une vocation socialement assez critiquable, mais en même temps il se dit c'est mieux que d'avoir à chercher un boulot par moi-même, et donc il a été pistonné par son frère. Et puis voilà, pareil avec les femmes, où le summum de l'effroi pour lui serait d'avoir une vie de couple. Peut-être aussi dire un petit mot de la manière dont vous avez travaillé sur le ton, sur le registre du livre, parce qu'il y a beaucoup de drôlerie, enfin il y a un positionnement qui est à cet endroit-là, c'est-à-dire une forme d'ironie. Est-ce que ça aussi c'était finalement un ton que vous avez d'emblée trouvé autour de ce personnage, presque sa voix, une espèce de loufoquerie, d'excentricité comme ça dans le regard? Cette voix-là, elle a aussi déterminé à un moment donné le ton du livre, enfin la manière de regarder le monde? Je dirais que ça relève à la fois d'un terrible malentendu et d'une forme de logique. Le malentendu, c'est que très très souvent, les gens qui ont lu le livre vont dire « mais j'ai énormément ri, etc. » Et à aucun moment j'ai cherché à être drôle. Mais vraiment à aucun moment. Et quand j'ai dit ça, mon éditeur m'a regardé, je lui dis « mais c'est vrai, quoi. » Et alors, après, je ne sais pas ce qu'on pense Olivier, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment mentir quand on écrit par rapport à ce qu'on est soi. Je veux dire, on invente des mondes imaginaires, on invente des personnages, mais sur le regard qu'on pose sur la vie, je pense qu'on peut pas mentir. Et sans doute que j'ai un regard relativement ironique sur les choses et sur la vie. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, je viens de finir mon deuxième roman, et je le donne à lire à une amie réalisatrice dont la vie m'importe beaucoup, pour avoir un peu son avis. Et du coup, je la préviens et je lui dis, je te préviens Isabelle, ne t'attends pas du tout à un livre dont le ton du premier, celui-là est très noir, très sombre, très mélancolique. Donc je te préviens, ne sois pas surprise. Et elle me rend et elle me dit, mais n'importe quoi. N'importe quoi, j'ai pas arrêté de rire. Donc, je crois que c'est ma malédiction. Olivier, il y a pire comme malédiction. Peut-être, oui, sans doute. Mais forcément, si j'ai bien compris, votre livre, le mien, ne sont absolument pas autobiographiques. Il n'en reste pas moins que notre vision du monde transpire. Entre chaque ligne, entre chaque phrase, entre chaque dialogue. Et moi j'ai coutume de dire que même dès qu'un être humain prend une plume pour écrire quelque chose, il met de lui. Même un historien qui écrit un roman historique met de sa façon de voir le monde dans... Il se base sur des faits réels, des dates réelles, connues de tous, mais entre les lignes ou entre deux chapitres, il y a toujours sa façon de voir les choses. C'est assez humain. Même quand on écrit une liste de courses qui est une liste de mots parfaitement communs, dit énormément sur celui qui la rédige. Dit ce dont le rédacteur a besoin, dans un premier temps, j'ai besoin de tel et tel produit, et ensuite ce dont il a envie. Et finalement, une suite de mots comme ça,
qui paraît anodine, dit ce dont a besoin le rédacteur et ce dont il a envie. Voilà, et donc finalement, sans qu'il y ait de sujet, verbe, complément, on arrive à savoir à peu près qui est cette personne au moment où il rédige. Donc dès qu'un être humain prend une plume pour écrire, il met de lui. Sauf dans le cas des rédacteurs de mode d'emploi de micro-ondes. C'est assez compliqué de mettre de soi. Peut-être que certains y arrivent, mais dans les composants électroniques ou dans le... Mais oui, là je viens tout juste de commencer, j'ai même pas lu le premier mot, j'ai lu la préface d'un livre de Kessel qui dit l'auteur met ses nerfs et son sang. Ce sont des personnages incomplets de ce que j'ai connu, que j'ai complété par la fiction. Et donc, bon, je me sers d'un grand auteur pour répondre, mais je pense que c'est depuis la nuit des temps, dès que quelqu'un raconte une histoire, il met sa sensibilité. Ça n'a rien d'original, et c'est vrai que quand vous avez l'impression d'écrire un roman noir, les gens qui vous connaissent, parce que c'est une de vos amies, ne peuvent s'empêcher de voir quelques malices dans des tournures de phrases, ou dans des réponses, ou dans des pirouettes. Et donc, c'est finalement assez naturel. Oui, c'est une réponse. Où l'on comprend quand même que les écrivains ne font pas leur liste de courses exactement comme le commun des mortels. Mais c'était une parenthèse. Ouais, une dernière chose. Oui. Benjamin Biolay a écrit une chanson qui s'appelle Brandt Rhapsody, c'est ça, qui résume une histoire d'amour, l'histoire d'amour d'un couple par le biais des post-it. Posé sur le frigo. Ouais. Exactement. Et donc, c'est une magnifique chanson, c'est un duo avec Jeanne Chéral. Exactement, la mélodie est splendide, mais on voit le couple se déliter en fonction des demandes, puisqu'au début le post-it, à la fin du post-it il y a je t'aime, je pense à toi, merci pour cette nuit, etc. Et puis ensuite c'est pense à acheter des tampons, je rentrerai à 22h30, voilà. Je te rappelle que tu as un fils qui aimerait bien prendre son petit déjeuner avec son père de temps en temps. Voilà, bonne journée. Ça illustre ce que je dis, c'est que chaque post-it pris indépendamment l'un de l'autre ne dit pas grand-chose. Si on prend la suite des post-it pendant cette histoire d'amour, on voit un délitement. Et les post-it, c'est le symbole d'un message très très court. Voilà, donc on met de soi dans tout. Bon, moi je tiens à dire, je rajoute quand même à ma liste de courses entre ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, il y a aussi ce que ma femme me demande de ramener. C'est quand même la majeure partie de la liste. Et c'est généralement ce que j'oublie, bien sûr. À l'avenir, vu la tournure que prend notre société, avec les textos et les émoticônes, bien sûr, bientôt, je le déplore d'ailleurs, on jugera la relation d'un couple en fonction des émoticônes et des smileys qui s'adressent l'un et l'autre. Peut-être Olivier rebondir sur ce que disait Olivier sur cette question du ton ou du registre. Évidemment, après Bojangles, ce livre qui a très très bien marché, il y a toujours cet effet de comparaison et c'est une malédiction. On dit en effet que ce livre-là est plus noir et il y a quelque chose peut-être de plus noir, mais en même temps il y a sans doute des choses qui sont liées, qui résonnent avec Bojangles. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a deux tons différents? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché? Ou est-ce qu'au fond, ça appartient aux critiques littéraires que de déterminer cela et vous avancez dans votre trajet? En tout cas, même si ça ne leur appartient pas, ils en prennent le droit. Ils en prennent le droit, en effet. Non, en fait, si vous voulez, moi j'ai commencé à écrire ce roman avant de savoir que Bojangles serait édité. Donc j'ai commencé à écrire complètement déconnecté d'une quelconque attente publique, critique. Et en l'occurrence, j'avais l'intention d'écrire quelque chose de radicalement différent. Au moment où j'ai commencé à l'écrire, j'essayais personne ne voulait éditer Bojangles. Je considérais que j'avais écrit une histoire dans un certain registre, une certaine manière d'écrire une histoire, et je voulais changer radicalement de style. Donc le style est différent, les personnages sont différents, la poésie est différente, parce que dans Bojangles, ce sont les personnages et les situations qui sont poétiques. Là, j'ai essayé de rendre poétiques les paysages, j'ai essayé. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, et l'humour est différent. Dans Bojangles, c'était un humour gentil, et je pense que c'était un humour universel, qui ne vexait personne. Hormis la blague sur Claude François, tout est très gentil. C'est l'humour le plus dur, l'humour gentil. Faire sourire quelqu'un sans avoir de victime.
Et c'est Sacha Guitry qui disait pour qu'une plaisanterie atteigne son plein rendement, il faut que 3 personnes soient en présence, celui qui la profère, celui qui la comprend et celui à qui elle échappe. Le plaisir des 2 premiers étant décuplé par la compréhension du 3e. Donc il y a souvent une victime dans l'humour en fait. Et en l'occurrence, dans Bojangles, il n'y avait pas de victime. C'était un humour qui faisait sourire gentiment. Là, c'est un humour plus rude, plus cynique, plus ironique. Voilà, alors bon, vous parliez de la critique. Bojangles, il y a eu une quasi-unanimité, donc je suis très heureux, la vie est belle. J'ai mangé mon pain blanc. J'ai découvert avec le second que ça n'était pas toujours aussi simple. C'est-à-dire que votre style est désastreux et boursouflé pour certains, et magnifique et somptueux pour d'autres. Vos dialogues sont délicieux pour certains, et naze, j'ai lu ça, naze pour d'autres. C'est ça le miracle des mots. C'est-à-dire qu'une suite de mots va enchanter quelqu'un, et la même personne va lire les mêmes mots, et puis elle va dire c'est qui ce bouffon quoi. Et ça me fait suer d'avoir acheté ce livre. Donc c'est ça votre question. Je suis très bavard, donc je m'envole un peu. Non, mais vous répondez tout à fait à la question. Puis moi je vous propose des pistes. Vous voilà. Ce que vous voulez. Et comment dire, en fait comme je vous le disais, j'ai posé ces 2 personnages. J'ai voulu raconter et illustrer leur rencontre. Il s'est avéré que parfois il y avait des moments sombres, que c'était un peu plus brutal, un peu plus rugueux. Ça n'était pas ma volonté, ça s'est présenté comme ça. Ouais. Olivier, peut-être revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la critique d'une certaine manière, ou en tout cas le regard, parce que ce n'est pas un livre à message à proprement parler, c'est des choses qui passent en filigrane, mais qui dit évidemment des choses sur le contemporain, et notamment sur la vie de l'entreprise, avec quelque chose qui est quand même extrêmement, alors je dirais pas effrayant, parce que finalement on y est confronté au quotidien, mais quelque chose qui se passe du côté aussi, alors Olivier parlait de cynisme, il y a quelque chose d'extrêmement désespérant sur la manière dont vous décrivez un certain nombre de milieux, que ce soit le monde de l'entreprise, le monde politique. Est-ce que vous diriez d'abord qu'il y a malgré tout une dimension politique, même si ça n'est pas un tract, et par ailleurs, est-ce que vous diriez que c'est vraiment une vision très, très désenchantée de notre contemporain? C'est vrai que quand on essaie de regarder avec vraiment objectivité, lucidité, la manière dont notre société évolue, je trouve qu'il n'y a pas énormément de raisons de se réjouir, quoi. Ah bon? Et beaucoup... oui, enfin, ça paraît évident, c'est pas ce qu'on nous vend en même temps. Je veux dire, quand on parle du progrès, de la numérisation du monde, de la robotisation du monde, on a tendance à nous présenter ça comme des choses vraiment formidables. Ah bah je souscris. Et voilà, exactement. Et bon, voilà, c'est pas exactement comme ça que je vois les choses. Après, et je pense que c'est un peu le rôle j'allais dire des écrivains, mais presque des artistes, quoi. Vous voyez, mon meilleur ami est sculpteur, c'est pas avec des mots, mais avec des formes, mais il essaie de témoigner de ça, de témoigner de son époque, et donc c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, parce qu'au fond, alors c'est prétentieux, mais en tout cas participer à éveiller un peu les consciences, c'est quand même croire au fond de soi que peut-être qu'on peut changer les choses, en fait. Et à la fois, moi je suis inquiet, mais pas désespéré, notamment parce que j'ai une grande confiance. Hier on avait une rencontre avec des lycéens, et moi j'ai une grande confiance dans la génération qui nous suit. Je veux dire, celle qui nous a précédés était quand même assez particulière quand on regarde son bilan écologique notamment. Nous, notre génération, bon, on a à peu près, on n'a pas eu la guerre, mais bon, on a quand même eu le chômage, le sida, il y a eu quand même pas mal de choses. Et je trouve que la génération qui nous suit, moi, me donne beaucoup d'espoir. Je trouve que ces jeunes sont plus solidaires, moins accros à la possession, ont un sens écologique bien plus fort parce qu'ils sont nés avec. Et je trouve qu'il y a chez les jeunes de 15-16 ans aujourd'hui une forme d'idéalisme, de quête de sens que je trouve extrêmement rassurante pour l'avenir. Voilà. Et si on n'est pas idéaliste à 15 ans, oui. Il faudra les retrouver dans 7 ans. Voilà, c'est ça. Qui chercheront un emploi. Non mais c'est
C'est intéressant ce que vous dites. Moi, je n'essaie pas de changer le monde. Je constate, mais c'est un avis personnel. Je ne fais aucune propagande en réalité. Je parle égoïstement des choses qui me dérangent. Je n'ai même pas... je ne pense pas pouvoir changer quoi que ce soit. Je ne me suis pas donné comme mission de changer quoi que ce soit. Je suis désolé de pas... Voilà, il y a certaines choses que je déplore, souvent pour en avoir souffert, et donc je les remarque, je les note, mais je ne pense pas que ça change grand-chose, et je ne les note pas dans l'objectif de changer. Ce serait bien trop ambitieux pour moi. Et étant donné que une ambition déçue rend les gens très tristes, je n'ai pas envie de m'imposer des tristesses à l'avenir. Voilà, donc je préfère dire que l'impact de mes remarques est inexistant. Voilà. Peut-être juste revenir sur aussi sur cette dimension-là, la manière dont vous le traitez, parce que une chose qui est très frappante dans ce personnage-là et qui est évidemment à mettre en relation avec l'idée d'écriture et du roman, c'est la place des chiffres. Vous dites à un moment donné que sa vie est entièrement gérée par les chiffres, et c'est vrai que ça, c'est aussi des manières d'axer un personnage, de le caractériser, qui fait la qualité du livre, sur des principes comme ça, effectivement, qui peuvent se décliner. C'est un monde de chiffres auquel vous essayez de mettre des mots, une forme de poésie, de complexité par le langage. L'humain, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une dictature des chiffres qui s'est mise en place à tous les niveaux de la société. Je veux dire, il suffit de réfléchir rien que soit au nombre de codes qu'il faut retenir entre son téléphone, sa carte bancaire, voilà. Donc et au-delà de ça, dans les entreprises, qui est un milieu que j'ai un peu connu, il y a vraiment, c'est-à-dire que fondamentalement, il y a notamment dans les entreprises une volonté de réduire à néant le facteur humain. Ça, c'est vraiment l'obsession des financiers qui dirigent les grandes entreprises. D'ailleurs, c'est assez marrant, quand vous regardez dans les journaux économiques les nominations, 9 fois sur 10, c'est le directeur financier qui est nommé patron du groupe quand il y a une nomination. Et donc, il y a vraiment une domination réelle des chiffres. Et dans ces grandes entreprises que j'ai connues, c'est que vraiment tout est fait, c'est des process, des données, etc., pour réduire le facteur humain à néant, parce que c'est leur plus grande hantise. Vous croyez que c'est une conséquence? Parce que alors, pour le coup, je n'en sais rien, je n'y ai pas réfléchi. Le fait de mettre les chiffres en avant, enfin, ça montre une évolution. Je veux dire, pour le coup, il n'y a rien de mieux. Moi, j'en ai souffert. Hein. La seule fois où j'ai réussi dans un poste, j'étais directeur d'une agence de diagnostic immobilier. Je ne sais pas comment j'ai atterri là. Chaque lundi matin, il fallait que je rentre des tableaux de chiffres. C'était une torture absolue. Mais je pensais que c'était un moyen, comment dire, le moyen le plus efficace de juger de l'évolution d'un travail, d'une agence, etc. Mais ce que vous pensez, vous, c'est délibéré, plus les chiffres étoufferaient l'humain. Ah oui, mais c'est dans le but de l'étouffer. C'est pas une conséquence inconsciente. D'éliminer le facteur humain. C'est pas l'étouffer, c'est vraiment d'éliminer le facteur humain. Mais c'est le but. Et oui, parce que le but, c'est la conséquence. Les entreprises sont amorales. Elles sont pas là ni pour faire ni immorales, enfin certaines, mais ni morales. Elles sont amorales, donc elles sont là pour faire du chiffre et générer du profit. Le profit ne se mesure qu'avec les chiffres. Et donc à un moment, le travail des gens qui œuvrent à ces entreprises ne doit être jugé que par les chiffres, et sans aucune nuance. Et donc l'homme, qui par essence est difficile à résumer, et les chiffres, est un obstacle à l'atteinte de cet objectif. D'accord. Ouais, puis il y a cette idée quand même que, je pense notamment à l'extrait où vous parlez du running, qui est pour vous une espèce de symbole comme ça du capitalisme galopant. Il y a aussi un travail comme ça sur les détails qui à un moment donné rend compte d'une réalité. Ça aussi c'est un travail de romancier. Oui, quand on y pense, c'est effrayant la manière dont en fait les choses sont dévoyées en fait au profit de l'argent finalement. C'est-à-dire que à la base on pourrait se dire bon, quelqu'un fait des footings, court, ça lui fait du bien, ça le détend, c'est bon pour sa santé. Moi j'ai côtoyé des tonnes de types pour qui c'était un indice, un moyen de performance. Se dire, je cours, je vais être en forme, je serai au top, comme je serai au top, j'aurai une bonne apparence physique, j'aurai une super énergie,
Et du coup, c'est moi qui vais gagner par rapport à mes compétiteurs qui font le job à côté de moi. Et donc, ce qui est à la base un truc plutôt orienté plaisir et santé, ça devient un outil de performance individuelle. Vous avez raison. Et un autre truc, c'est la méditation. Alors moi, je suis un fervent bouddhiste depuis 12 ans. Donc, de la manière dont les entreprises s'approprient la méditation, en disant, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir comme des salauds toute l'année, mais on va vous payer des séances de méditation. Et donc, la méditation, ça vient de dire, bon, on peut agir comme des salauds, mais c'est pas grave, on vous offre de la méditation. Vous allez vous sentir bien, comme vous allez vous sentir bien, vous serez plus performant. Et donc, ce qui est vraiment le message inverse, pour qui pratique un peu ça, la méditation, qui est purement altruiste. C'est-à-dire, c'est en aucun cas pour soi qu'on médite, c'est pour les autres. On peut avoir des bénéfices induits positifs, mais le but est totalement tourné vers l'autre. Et donc, c'est-à-dire que même des démarches spirituelles et altruistes peuvent être détournées au profit de la performance par les entreprises. Ce qui donne une idée de leur puissance, quoi. Ouais, vous avez parfaitement raison. Auparavant, les gens qui se promenaient, c'était pour le plaisir d'une promenade. Désormais, alors moi j'ai arrêté le téléphone intelligent, ça me rendait abruti, mais désormais, les gens atteignent des objectifs quotidiens. Et c'est-à-dire que, bon, ils aiment marcher, mais toute la journée, il y a un bip qui leur dit « Vous n'avez pas atteint votre objectif quotidien ». Et en fait, ce qui était un plaisir auparavant, on se disait « Tiens, je vais prendre le petit chemin et je vais aller faire des courses à pied », ben, finalement, les gens se retrouvent à faire 2 tours de pâté de maison pour atteindre leur objectif. Parce que tous les soirs, on leur rappelle qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. C'est assez regarder si c'est corrélé avec les ventes de chiens, quoi. Ouais. Non, et en fait, là, je viens de réaliser que je suis victime de ça. Moi, je n'ai pas de téléphone intelligent, mais ma nana en a un. Ouais. Et ma mère aussi, tous les jours. L'une et l'autre ne parlent que de cet objectif. Tiens, c'est bien, j'ai atteint mon objectif. Ouais, c'est ça. Mais c'est votre téléphone qui détermine si vous êtes un bon marcheur ou pas. Peu importe le paysage que vous avez vu, le fait de respirer, les arbres que vous avez croisés. Si vous rentrez en vous disant j'ai fait que 8 bornes sur 10, vous dites bah, je suis une merde en fait. La journée du même est un échec. J'ai vraiment passé une mauvaise journée, je suis une mauvaise personne. Une journée Et le lendemain ils font 12, disant j'ai rattrapé la merde d'hier. Et du coup c'est le téléphone qui guide votre taux de satisfaction ou pas. La joie c'est de marcher d'entendre tilit. Vous avez atteint votre objectif. Mon téléphone me juge apte à continuer ma journée avec une bonne conscience. Vous affichez dans la cuisine une journée à 9800 pas, une journée de perdu. Voilà, exactement. C'est vrai que... Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Vous parliez du running. Moi aussi, j'ai abandonné les réseaux sociaux. Ça me rendait malheureux et ça me faisait perdre mon temps. Mais je les ai quittés au moment où commençaient à apparaître les performances de running de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'en cogne. Que vous ayez couru 12 km en 27 minutes, et le type à 19h et tout, il dit tiens, et j'ai envie que mes 300 contacts sachent que j'ai bien couru aujourd'hui, hein. J'ai perdu pas mal de calories. Et ce qui est un plaisir personnel se transforme en malédiction parce que s'il n'y a aucun like, les gens se disent ah merde, personne ne partage ma performance, tout le monde s'en fout. Et parce que j'en ai parlé, alors ça pour le coup c'est quelque chose qui m'agace et qui me touche, c'est que auparavant lorsque on arrivait devant un paysage paradisiaque, l'observation d'un paysage paradisiaque est un plaisir égoïste. On marche un peu et on tombe sur une vallée, le panorama est absolument somptueux. Auparavant on regardait, ceux qui fument, on s'allumait une clope, on regardait autour de soi, on respirait, on s'imprégnait de cette... On allumait une clope et on respirait. Je ne sais pas si vous avez déjà fumé, mais il faut respirer pas mal. Les fumeurs respirent beaucoup plus que les autres. C'est bien d'avoir donc c'est un plaisir égoïste l'observation. C'est faire rentrer des images dans son esprit, essayer d'en garder toutes les nuances, les reliefs, et de se dire je m'en souviendrai longtemps. Désormais, les gens arrivent dans un endroit, c'est la tarte à la crème de Facebook, c'est-à-dire qu'on transforme quelque chose de paradisiaque, un paysage qu'on garde pour soi, et les gens s'assiedent, commandent une bière, et prennent une photo de leur bière avec le paysage. Mais c'est la première chose. C'est-à-dire qu'avant même de profiter du paysage, ils se disent qu'il faut en garder une trace. Pas dans sa tête, mais dans son téléphone.
l'étape d'après, c'est il faut que tout le monde sache que je suis dans un endroit paradisiaque, alors que eux sont certainement dans un endroit de merde. Ils prennent cette photo, ils la partagent sur Facebook. Et là commence l'enfer. C'est-à-dire que si personne ne like, ne partage ou ne commente ça, ça devient un enfer social, puisque la personne va être triste en se disant « mais personne ne s'intéresse à ma vie ». Et donc on passe d'une situation paradisiaque, un paysage, qu'on observe, à un enfer social, puisque si on n'a pas 17 likes, si Martine de la Compta ne partage pas ou ne met pas de commentaires, tout ce qu'on a fait est un échec. Ce paysage n'existe plus. Et donc on voit, moi j'ai un cas, pour les avoir observés, un en Espagne, la mer, les montagnes et tout, etc. Le type s'est pris un rosé, il était arrivé en bicyclette, et ben ensuite il a passé 1 heure comme ça, un peu déçu, il regardait, il essayait de profiter, puis là, hein, pas de like. Et alors souvent, on pousse le vice, le type se dit j'ai pas de commentaire donc je vais commenter moi-même. 12 minutes après il dit on n'est pas bien là, il dit ah, il va peut-être y avoir une remarque, et en fait il part, et il n'a absolument pas savouré ce moment d'une bière avec la mer en face, quoi. Et si on pousse le raisonnement plus loin, le type a vu un paysage merveilleux, et il va rentrer déprimé chez lui. Parce que personne n'a partagé son... Vous voyez un peu, on passe du paradis à l'enfer. Il y a une forme de dictature du bonheur, c'est-à-dire qu'un truc qui est presque plus triste, c'est qu'il y a eu des cas qui ont fait réagir de gens qui sont suicidés, et où aucun de leurs amis n'a vu venir les choses, parce qu'en fait ils projetaient d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux une image où tout allait bien. C'est-à-dire que je m'éclate, je fais ci, je suis à un super endroit. Les gens étaient profondément désespérés, mais l'image qu'ils renvoyaient d'eux-mêmes pour répondre à cette dictature de j'ai une vie super, je m'éclate, c'est génial, etc., renvoyaient une image et faisait qu'au fond, personne, ils étaient seuls, ils étaient désespérés, mais personne ne s'inquiétait pour eux, parce que ce qui renvoyait... Il y avait beaucoup de photos de rosé devant la mer. Il y avait beaucoup de photos. Il faut s'inquiéter dès qu'on voit des photos de rosé devant la montagne, ou tout ça, on se dit le type n'est pas au top là. Il va peut-être falloir lui passer un coup de fil. Peut-être encore 2-3 petites questions, puis après je vous donne la parole. Olivier, je voulais... Lequel ? Olivier B. Je voulais aussi revenir sur quelque chose qui est quand même, parce que vous avez parlé évidemment du décor, qui est un personnage, et je voudrais revenir aussi à la question du travail, parce que par rapport à ce que dit Olivier C. Dans son livre aussi autour de ce personnage, aussi de la force finalement de l'argent, de la spéculation. Il y a aussi une espèce d'opposition entre les deux personnages, entre Michel et Jean, au niveau du travail, de l'implication physique, du rapport même à l'élément. Ces deux personnages, ils sont très opposés par rapport à ça. L'un qui fait des espèces de... ou en tout cas qui est dans une sorte de travail un peu abstrait, hors de la réalité, et l'un qui est au contraire vraiment dans l'effort, dans le fait de ressentir son corps, d'être ancré aussi dans un paysage, dans un lieu, dans la nature. Il y a quelque chose aussi autour de ça qui les différencie. Ah oui, énormément. Et puis, mais là aussi, c'est quelque chose qui se généralise. Pour tout vous dire, lorsque j'ai terminé l'écriture du roman, j'ai rencontré deux amis, deux copines. Et en fait, on est dans une société où désormais, et on ne peut pas s'en plaindre, auparavant, les gens avaient un travail parce qu'il fallait avoir un travail. Et ils ne s'interrogeaient pas sur le sens de leur travail, du moment que ce travail leur permettait de nourrir leur famille, et voilà, c'était comme ça, c'était la vie, on trouvait un travail, ça ne servait à rien de changer de travail, parce qu'on pouvait remplir l'assiette de sa famille, avoir un toit, et donc c'est comme ça, c'est la vie, c'est dur. Et désormais, je pense que c'est l'apanage des sociétés qui sont arrivées à un niveau de développement comme celui que nous connaissons. Les gens veulent avoir du sens, veulent que leur vie ait du sens. Et en l'occurrence, ces deux jeunes filles qui ne se connaissent pas gagnaient très très bien leur vie, et l'une voulait devenir naturopathe, donc gagner 5 fois moins d'argent, mais avoir une vie qui a du sens. Elle se posait ces questions-là. La question entre gagner beaucoup d'argent, qui est extrêmement confortable, et peut-être avoir une vie vide, et celle de gagner moins d'argent, mais d'avoir le sentiment de faire avancer certaines choses, etc. Et l'autre voulait travailler dans l'humanitaire. Elle travaille dans une société de communication pharmaceutique et gagne beaucoup d'argent, mais bon, elle fréquente des cabinets pharmaceutiques. On ne peut pas dire que ce soit des modèles comment dire, d'éthique, oui, voilà, merci de m'aider. Et
c'est un raisonnement que j'avais pendant l'écriture de mon roman, et tout d'un coup j'étais confronté à deux filles qui se posaient exactement ces questions-là. Alors, est-ce qu'elles vont vraiment quitter ce travail qui leur apporte pas mal d'argent? C'est un autre débat, sauf que c'est une question qu'elles se posent. Jean ne gagne pas des fortunes, mais il a le sentiment non seulement de s'inscrire, d'inscrire ses gestes, et d'avoir les mêmes gestes que les Romains, au même endroit 1000 ans avant. Et donc ça a un sens incroyable. Le sel, c'est une matière première, c'est mon travail entre la terre et la mer, etc. Et donc oui, il y a une opposition. Mais l'un et l'autre, à un moment, font aussi un chassé-croisé. C'est-à-dire que Jean qui travaille dans les marais salants, qui vit pieds nus et qui a des espadrilles qui sentent mauvais, ne trouve pas désagréable de fréquenter un palace, de boire du rosé frais et de se promener dans une belle automobile. Tandis que l'autre se pique un peu au jeu de ce travail manuel et trouve qu'il y a quelque chose quand même d'assez agréable d'avoir un bilan de cueillette, de récolte. Et voilà, l'un et l'autre se posent des questions. Dans ce sens-là, on se les pose tous. Je veux dire, on veut tout, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Voilà, ceux qui vivent à la ville se disent « Ah, j'adorerais vivre à la campagne ». Et puis quand on vit à la campagne, on se dit « Je serais heureux d'aller à la ville ». Enfin, on est tous partagés dans ces choses-là. Après, ce sont les choix qu'on fait. Pour vous dire, cette conversation, je l'ai eue avec mes deux amis l'année dernière, ni l'une ni l'autre n'ont changé de boulot pour le moment. Non, mais c'est intéressant, peut-être qu'elles vont le faire. Mais en tout cas, j'ai passé 1 heure avec chacune d'entre elles à ne parler que de ça. Parce que peut-être qu'en se couchant, elles se disaient « Bah merde, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants, mes petits-enfants? Qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Voilà, quel est le bilan? » Alors qu'auparavant, la raison d'être, c'était d'avoir un travail et de réussir à faire vivre sa famille. Quel que soit le boulot, pénible, intéressant, avec du sens ou pas, voilà. Je pense que c'est... Olivier, il y a cette question aussi du sens finalement dans le livre, autour de ce personnage, mais pas seulement. Ouais. Oui, de cette quête de sens, je pense que, par rapport à ce que vous décrivez de vos amis, je pense qu'on a tous besoin d'avoir en tête des portes de sortie. C'est ce que vous avez dit dans la voiture. Ouais. Non, je suis désolé, tu viens de m'en souvenir. Et on a tous besoin de portes de sortie, finalement, qu'on les franchisse ou pas. Dans le cas de nos amis, finalement, pour l'instant, on ne les franchisse pas, mais elles les ont. Je donnerai un suivi, j'enverrai un message où elles en sont dans la carrière professionnelle. Ils ont accepté de diviser leur salaire par 5. Et sur la quête de sens, oui, je crois qu'en fait, je pense qu'on a cru à tort, notamment en Occident, on a vraiment cru à tort ou entretenu l'idée qu'on n'avait plus besoin des religions, qu'on n'avait plus besoin de spiritualité, parce que finalement les religions sont quand même peuvent être un gros obstacle à la consommation de masse, donc c'est pas très bien. Et donc on a cru qu'on pouvait comme ça nier les religions, et on s'aperçoit aujourd'hui, je dirais, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ça peut être la quête de sens qu'ont les gens aujourd'hui. Le pire, ça peut être ce qu'on voit avec des phénomènes de radicalisation. Et on voit que ce besoin de sens, de spiritualité, de transcendance, qu'on le veuille ou non, il est présent. Je pense qu'il est relativement inhérent à l'être humain. Et je pense qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on a une espèce de retour de bâton où on s'aperçoit qu'on ne peut pas nier ce besoin de transcendance et de spiritualité, quelle que soit la forme qu'il prend. Et donc on le retrouve dans le milieu du travail, on le retrouve avec un retour du religieux, qui est quand même, quand on regarde à l'échelle mondiale, est quand même assez fort. Même en France, finalement, on s'en aperçoit, lorsqu'il y a eu quoi qu'on en pense, les manifestations des mouvements religieux de droite, conservateurs, etc. On s'est aperçu que c'était quand même assez fort. Et donc voilà, je crois qu'en fait, d'une certaine manière, ce besoin de retrouver du sens et un peu de spiritualité, ça acte d'une certaine manière l'échec du dieu argent. Peut-être dernière chose, puis ensuite je donne la parole au public, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Olivier P, les origines sociales finalement de leur personnage. Alors, peut-être y a-t-il là des lecteurs qui n'ont pas lu votre livre, donc je ne vais pas dévoiler la fin du livre, mais on peut, ni d'un côté ni de l'autre, mais on peut parler quand même de la place de l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est de cet ordre dans le livre et qui est quelque chose qui rend aussi les personnages extrêmement attachants.
et finalement qui se situe du côté du sensible et qui montre aussi quelque part, voilà, ces personnages sont une espèce de pantin comme ça qui essaye de trouver des béquilles en fait à un moment donné par rapport aux failles de l'enfance. C'est aussi la dynamique du livre quand même, non? Enfin, totalement, ouais, totalement. C'est vrai que je crois qu'en fait on voudrait être des êtres totalement émancipés, etc. Et puis finalement on s'aperçoit qu'on est ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est vraiment en grande partie déterminé par ce qu'on a vécu pendant l'enfance. Moi, c'est un sujet qui me fascine, et notamment les enfances normales. C'est-à-dire que c'est facile de dire qu'une enfance maltraitée, compliquée, défavorisée, crée des nœuds inextricables avec lesquels on se bat une fois adulte. Et finalement, on s'aperçoit que même les enfances heureuses ou affreusement normales génèrent autant de nœuds, d'une certaine manière, pas les mêmes, mais génère autant de nœuds que les enfances difficiles. Ouais. Dans les deux cas, et avec on essaie d'y échapper, et finalement non, personne n'y échappe, et on est vraiment le fruit de ce qu'inconsciemment on a accumulé comme nœuds pendant l'enfance. Et je crois que d'une certaine manière, une vie d'adulte, c'est une forme de vie passée à délier ces nœuds. Je suis de l'enfance comme d'un pays natal, disait l'autre, mais il y a de ça. Ouais, c'était cité hier par l'auteur, c'est Saint-Exupéry. Ouais. On n'est pas d'un pays, mais on est de son enfance. Je crois que c'est quelque chose de cet ordre. Oui. Bon. Nul n'est guéri de son enfance, de toute façon. Jean Ferrat, il disait, Jean Ferrat ou autre, il le disait. Il y a une chanson qui est faite là-dessus. Donc, on passe sa vie à guérir. Ouais. C'est vrai. C'est tout à fait juste. Ben, je sais pas, je vous laisse la parole, je l'ai déjà beaucoup monopolisé, donc je vous en prie, prenez la parole, échangez. Merci, merci. La première est la plus difficile, on peut passer à la deuxième tout de suite. Un kilo de fleurs de sel sera offert. Je crois que nous avons été complets. Il n'y a plus aucune zone d'ombre. Notamment concernant le running, je pense que vous avez été très bien. Le running est une forme de transcendance, du reste. À cause des endorphines. Oui. Moi, il y a une question qui me vient pour tous les deux. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, entre guillemets, à quelqu'un qui veut suivre votre chemin aujourd'hui, c'est-à-dire écrire le premier roman, construire les personnages et vivre de l'écriture? C'est une excellente question. Question personnelle. Souvent, quand une personne dit ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Et c'est très compliqué. La question est simple. Il faut avoir le courage de la poser. La réponse est beaucoup plus compliquée. Je commence. Avec plaisir. Non, moi j'ai écrit beaucoup de textes très médiocres à partir de l'âge de 17 ans. Et en fait, j'ai mis très longtemps à comprendre une chose qui est finalement assez simple, c'est que il ne faut pas dresser seulement la carcasse de ces personnages, à savoir bonjour, il s'appelle Michel, il fait 1m80, il a les yeux bleus. Je vous le dis parce que j'ai mis du temps à le comprendre, il faut prendre la carcasse et la rouler dans la glaise. C'est-à-dire qu'il faut inventer, enfin, c'est ma façon de voir les choses, il faut inventer tout un passé à vos personnages que vous n'écrirez des détails que vous ne donnerez pas forcément dans le roman. Il faut leur donner, les rouler dans la glaise, leur donner cette épaisseur, un passé, des blessures, des envies, des états d'âme, des objectifs, d'éthique, un humour, une manière d'être. Il faut créer tout ça dans sa tête pour que le personnage déjà vive dans votre esprit. Et s'il vit parfaitement dans votre esprit, vous n'aurez pas besoin de donner autant de détails puisque vous arriverez à faire vivre en beaucoup moins de détails sur vos pages et avec vos mots. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'ai eue. Quand j'ai commencé à écrire, les personnages avaient un physique, une situation géographique, mais ils n'avaient rien derrière. Et finalement, bon, c'était parfaitement creux. Le premier vrai roman que j'ai écrit, qui n'a trouvé aucun éditeur,
j'y ai réfléchi pendant 2 ans avant de me mettre à table. Et ensuite, j'ai écrit le roman pendant 2 ans. Mais ça faisait quand même 2 ans que ces personnages étaient nés et qu'ils vivaient et que parfois ils parlaient entre eux, etc. Et donc, quand je me suis... ils étaient déjà animés quand je me suis mis à ma table. Et sans écrire tout ce que j'ai imaginé pour eux, je l'avais en tête. C'est-à-dire que quand il est confronté à certaines situations, on sait immédiatement ce qu'il va dire, la manière dont il va se comporter, et donc il vit déjà. Enfin, voilà, ça c'est la première fois que j'ai écrit quelque chose qui n'était pas lamentable et dont je ne pouvais pas, enfin, dont je n'avais pas honte. Je ne peux pas dire que j'en étais fier, mais je n'en avais pas honte. C'était déjà un progrès considérable. Et ensuite, pour terminer, c'est toujours difficile de prôner et de recommander l'acharnement. Ce que moi j'ai fait, ce que vous avez fait. Nous avons une chance inouïe, c'est d'être édité. Et c'est le plus grand des luxes, après, quel que soit le succès du roman. Le jour où on signe un contrat d'édition, enfin, en tout cas, c'est un des jours les plus importants de ma vie. Mais je me suis acharné. Mais on ne peut pas recommander à quelqu'un de s'acharner, d'être jusqu'au boutiste. Parce que si toutefois ça ne marche pas, on a une responsabilité énorme. C'est enfermer quelqu'un dans... Voilà, donc écoutez, allez aussi loin que vous pouvez, que vous le voulez, mais il faut pas s'enfermer définitivement dans cet objectif, je crois. Moi, je termine, ça fait 4 fois que je termine, je suis trop bavard, mais je m'étais dit que... compte tenu de ma situation personnelle et professionnelle et tout ça, je me donnais encore 2 ans pour écrire 1 ou 2 romans, et qu'après j'arrêterais. Pas d'écrire, mais d'essayer d'être édité. Voilà. En tout cas, moi je m'étais dit, je vais essayer pendant 10 ans d'écrire des romans et d'être édité. Mais après, il ne faut pas que cet objectif vous bouffe la vie, parce que quand on fait que ça, ça ne permet pas de manger, de vivre, ça nourrit une certaine frustration. Et puis vous fatiguez vos amis à dormir sur leur canapé. Moi j'étais à 2 doigts, je sentais bien que le dernier roman c'était le dernier bonus canapé, quoi. Si je leur annonçais que je leur prenais un autre, là je perdais quelques amis. Peut-être contribuer à votre succès, en fait. Oui, peut-être le fait de savoir que on est... Oui, il y a quelque chose d'assez désespéré dans l'écriture de Bojangles. D'euphorique et de désespéré. Non mais c'est vrai. Je me disais que c'était une de mes dernières chances dans la vie. Non, pour l'écriture. Je n'étais pas du tout dépressif, mais je me disais, bon, voilà, après... non mais c'est vrai. Après, vous inquiétez beaucoup vos proches. Olivier avait une situation professionnelle, une bonne situation professionnelle. Donc il pouvait continuer. La frustration de ne pas être édité ne l'empêchait pas de manger. Moi, je n'avais pas de formation, pas de métier, aucun domaine dans lequel je puisse briller et qui me permette de remplir mon assiette. C'est un peu différent. Voilà, même si lui s'ennuyait, moi je me morfondais, c'était différent. C'est à vous, maître. Bon, je crois, mais c'est probablement votre cas, qu'avant d'écrire, il faut beaucoup lire, je trouve, déjà. Mais bon, c'est souvent le cas des gens qui écrivent. Après, en même temps, c'est compliqué, parce que moi, si je prends les auteurs que j'admire le plus, j'arrêterai immédiatement d'écrire. Oui. Ça fait un lisant, quoi. Il ne faut pas lire pendant qu'on écrit. Non, jamais. Voilà. Et puis il faut se dire qu'on sera, moi dans mon cas, il a fallu me dire un moment que je ne serai jamais Jim Harrison pour pouvoir commencer à écrire. Donc oui, lire beaucoup. Après, alors, j'ai toujours détesté travailler et toujours été terriblement dilettante. Et bon, aujourd'hui, je suis un vrai Stakhanovitch, je ne me reconnais plus. Mais je dirais qu'écrire chaque jour, je pense que c'est vraiment une clé, c'est-à-dire la discipline malgré tout. Le fait de s'asseoir chaque jour à sa table pour écrire, ça compte, sans se fixer d'objectif. C'est-à-dire que ça peut être une journée à 10 pages, une journée à 10 lignes, enfin 10 pages non, mais une journée à 2 pages, disons, une journée à 10 lignes. Mais en tout cas, revenir à sa table chaque jour. Et puis la troisième chose, je dirais que c'est d'être son pire critique. Je crois que ça c'est vraiment important. Parce que la difficulté, c'est de se dire que chaque phrase, en tout cas tende vers cet objectif, que chaque phrase à la fois soit belle en termes de style, de syntaxe, et en même temps
et une vraie justification dans le roman et dans le récit. Et la complexité, je pense que c'est d'arriver à réunir les deux, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça tienne debout en termes de style et qu'en même temps ce soit pas juste du style pour le style et que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Et donc Olivier parlait tout à l'heure des travaux manuels, du côté artisan, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est vraiment construire, écrire un livre, c'est un peu construire une maison pierre après pierre, et chaque pierre sur une phrase finalement. Je ne sais pas si je réponds bien. Si. Non, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, je diffère un peu. Moi, je prépare mes séances d'écriture idéalement. Je fais un mois d'écriture non-stop parce que j'ai un besoin de retrouver mes personnages spontanément. C'est-à-dire qu'au bout de 4-5 jours, chaque matin quand j'ouvre mon ordinateur à 5h30, c'est comme si j'ouvrais la porte en disant à mes personnages, installez-vous, voici ce que vous allez faire aujourd'hui. Je diffère, je me fixe des objectifs. Je suis un homme qui n'a jamais répondu aux objectifs qu'on m'a fixés. En l'occurrence, je me fixe des objectifs pour ça, et je suis extrêmement rigoureux et j'ai une mauvaise conscience. Alors je suis en train de réaliser que c'est peut-être un peu comme le running. Non, mais je me fixe 3 pages par jour, et j'ai mauvaise conscience quand je ne les atteins pas. Alors bon, mon téléphone ne m'envoie pas de notification en disant « Pauvre naze, t'as pas atteint ton objectif, t'es un écrivain médiocre », c'est l'éditeur en fait qui le fait. Oui, quand on se rapproche de la date de remise, oui. Mais je me fixe, c'est assez drôle parce que je n'ai jamais répondu aux objectifs qu'on m'a fixés, je ne me suis jamais fixé d'objectifs, sauf que comme je ne suis pas quelqu'un de très rigoureux, pour ça, je me dis qu'il faut que je le sois, quoi. Et donc effectivement, il y a un rituel, faut que tous les jours je sois assis à la même heure, etc. Et le fait d'avoir atteint mon objectif de 3 pages, ça me permet d'être bien le reste de la journée. C'est un peu comme les gens qui courent en fait. Quand j'arrive à... Parce qu'en plus, vous parlez des chiffres qui écrasent l'humain, je suis complètement maboule, je suis même pas un homme de chiffres. Sauf que j'ai déterminé au début, quand j'ai commencé à écrire, qu'une page c'était 240 mots, en tout cas c'est mon mode de calcul. Et donc quand je peine, je calcule toutes les demi-heures, j'arrive à 2,7 et je me dis mais c'est pas possible. Vous mettez à compter les espaces et... les 12 espaces. Non mais du coup, quand je n'atteins pas ça, j'ai un peu mauvaise conscience, c'est vrai. Et le lendemain, si j'arrive à faire 3,3, monsieur, l'asile est là-bas, je rajoute les 0,3 le lendemain, je suis bien, je rattrape ma conscience de la veille. Donc c'est assez bizarre, comme quoi il n'y a pas toujours cette méthode-là, mais en revanche, ce qui me touche beaucoup dans ce que vous avez dit, ce que je partage, pour moi, une phrase doit réunir 3 conditions. C'est le fond, la forme et l'objectif. Le fond, c'est ce que veut dire la phrase, forcément. La forme, c'est la manière dont elle est dite. Et l'objectif, c'est là où nous mène cette phrase. Et là où elle nous permet d'arriver. Et donc, quand une phrase a atteint ses objectifs, ça ne veut pas dire que c'est une bonne phrase, forcément. Parfois, elle atteint ces 3 objectifs et on se dit, il y a une merde dans cette phrase, c'est pas possible. Parfois, par exemple, je pense aux descriptions, l'objectif n'est pas nécessaire. Voilà, mais globalement... Pour moi, une phrase doit réunir ces 3 choses-là, le fond, la forme et l'objectif. Ce qui peut être frustrant, parce qu'il peut arriver parfois qu'on fasse une très belle phrase, ouais. Magnifique en termes de style, et qui sert à rien. J'ai jeté parce qu'il n'y a pas de justification dans le récit. Exactement, quoi. Et puis là c'est l'éditeur qui vous dit, ouais dis donc là, tu te prends pour qui? Ouais, il écrit bof dans la marge. Ah ouais. Il dit punaise, j'étais en train de tutoyer le prix Nobel et... Ouais, passable. Merci pour cette question en tout cas. Oui, je voulais peut-être juste réagir. Moi, je trouve ce qui est formidable, c'est justement d'entendre différentes façons d'aborder son écriture, son style. Moi, j'aime beaucoup écouter les écrivains parler de leurs œuvres, parce que quand on interprète, des fois, il y a vraiment un gouffre. Je voulais votre réaction sur un écrivain qui a dit qu'il avait envie de donner à entendre dans ses textes, parce qu'il a la musique qui l'habite, qui voulait donner à ressentir
parce que voilà, on joue aussi avec les émotions, les siennes, ceux du lecteur. Mais ce qui était pour lui le plus important, c'était de donner à voir. Mais c'est un écrivain qui était aussi issu, enfin qui fait beaucoup de scénarios pour le cinéma. Et du coup, voilà, je ne savais pas si c'était propre à tous les écrivains, cette envie de donner à voir. Ou si c'est, pareil, l'influence peut-être pour lui de l'aspect cinématographique, quoi. Est-ce que vous avez envie de donner à voir, quand vous parlez de description, pour moi j'entends, puis on a envie de se l'imaginer nous, hein, le personnage, mais on a besoin d'un support peut-être pour... Alors écoutez, c'est une très bonne question, si bonne que je ne me la suis pas posée. Parce que c'est dans l'écriture, en tout cas pour moi, et j'imagine que d'autres partagent, c'est que parfois le lecteur cherche à intellectualiser. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi j'ai de la chance, je suis très contemplatif, par conséquent j'ai plein d'images en tête. Et donc quand j'écris, ces images se présentent et il me suffit de décrire ce que j'ai en tête. Et la conséquence, c'est que pour les deux romans, on m'a dit que c'était très cinématographique. Mais c'est la conséquence. Bon alors, Bojangles va être adapté en film. Mais comment vous dire, je me suis pas dit, tiens, je vais donner à voir. Je me suis dit, je vais décrire ce que je vois moi. Voilà, donc la conséquence, et c'est ça le miracle de la littérature, quand l'histoire fonctionne, les mots dansent dans le bon sens, c'est que ce qu'on voit, les gens ont envie de le voir aussi, même s'ils ne voient absolument pas du tout la même chose. Mais enfin, je pense que c'est une conséquence. Il y a plein de moments où ce que ressent le lecteur, ça n'est pas quelque chose qu'on a fait de manière réfléchie, c'est ce qu'on a fait quelque chose de manière spontanée. Et c'est peut-être parce que c'est spontané que c'est partagé aussi facilement. Bon, ça, c'est mon analyse. J'élabore des théories filandreuses qui sont détricotées au fil des journées. Dès que j'avance une théorie, elle s'effondre dans les minutes qui suivent. Mais pour le moment, elle m'a l'air de ne pas être trop bancale. Rendez-vous dans un an, je vous dirai si je pense toujours la même chose. Je vais être très bref parce que je ferai exactement la même réponse qu'Olivier. Je dirais bof. Non, justement, j'ai exactement la même sensation. C'est-à-dire d'avoir, je pense, je me suis aperçu, ce n'était pas une volonté, mais que j'avais une écriture qui était très visuelle. Aussi parce que je vois les scènes avant de les écrire. Et d'ailleurs, pareil, mon livre est en train d'être adapté en vue de devenir un film. Et les scénaristes me disaient, mais en fait, on n'a pas ils n'ont pas un gros travail. Ce qui peut être compliqué pour eux d'ailleurs, un peu frustrant, parce que c'est plus compliqué pour les scénaristes à poser leurs pattes sur un texte qui est déjà en soi assez visuel, mais voilà, donc oui, moi c'est la même chose, je vois les scènes avant de les écrire, donc fatalement elles sont écrites. Après, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est que c'est finalement un livre, au moment de la lecture, ça se construit à deux, quoi, entre l'écrivain et le lecteur, quoi. Et je trouve que c'est ce que, en lisant, c'est toujours ce que j'ai ressenti de vraiment magique, c'est-à-dire que finalement on y met énormément de soi quand on lit un livre qu'on aime, dans ce qu'on projette, des personnages, des sentiments, ce qui a montré à votre propre histoire, à votre cœur, à vous, et donc cette idée de co-construction, je trouve c'est probablement, je trouve, ce qu'il y a de plus beau dans la littérature. C'est que le fait d'un travail totalement solitaire et individuel, on en vient à écrire une histoire particulière avec chaque personne qui lit le livre, enfin, y compris ceux qui l'aiment pas. Ça reste aussi une histoire particulière. Il y a un livre, et ensuite il y a autant de versions du livre que de lecteurs, et parfois on peut lire le même livre à 10 ans d'intervalle et on a une autre grille, une autre lecture. Non mais c'est vrai, et tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est quand on lit le livre. Bojangles, ça m'a marqué dès les premières rencontres dans les librairies. Il y avait une femme qui disait, c'est le livre le plus gai que j'ai lu cette année, c'est fantasque, c'est foutraque, c'est drôle. Et à côté, il y avait une femme, parce que souvent des femmes, non, c'est pas possible, c'est le livre le plus sombre de l'année. Voilà.
Mais alors sans tirer de... Non mais c'est vrai, sans tirer de faire de psychologie de comptoir, même si je vais la faire, peut-on considérer qu'une femme qui a une vie légère et qui va très bien, essaie de chercher un peu de profondeur, un peu de drame, un peu d'épaisseur, alors que quelqu'un qui traverse une période difficile va chercher la légèreté, etc. C'est une analyse de comptoir, je vous l'ai annoncé en préambule, mais c'était quand même dingue de voir deux femmes assises l'une à côté de l'autre qui avaient... voilà. Mais peut-être que ces deux femmes, en le relisant dans 10 ans, dans d'autres circonstances, vont dire finalement c'est beaucoup plus dur que ce que j'avais, que dans mes souvenirs, ou finalement c'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus léger. Et puis c'est l'avantage des mots sur les images, c'est-à-dire que tout passe par le biais de l'imagination. Il y a 600 000 visages de la mère, 600 000 visages de l'enfant, il y a 600 000 paysages différents. Une des premières interviews que j'ai eues, j'étais en Espagne, c'est une journaliste qui m'appelle à 19 h, a priori elle avait bien entamé son apéritif, elle était très très drôle. C'était la première fois que j'avais une interview téléphonique. J'entends une voix éraillée au téléphone, vachement chantante, très sympa. Elle me dit « Mais c'est quoi cette famille de dingue avec cette autruche dans le salon ?» Et en fait, en raccrochant, c'est vrai que parfois on saute une ligne parce qu'on est distrait, parce qu'on pense à autre chose, etc. Et elle a dû passer la description de Mademoiselle Superfétatoire, qui est une demoiselle de Numidie, qui fait 80 cm de haut, qui a un oiseau très fin, tout blanc, avec une houppette, assez élégant. Et donc elle a passé cette description, et pour elle c'était une autruche. Une autruche, ça fait 1m80, donc à chaque fois que Mademoiselle Superfétatoire était évoquée dans le roman, elle voyait un espèce de monstre qui se promenait dans le... Et ça change toute la vision du roman. Et ça le rend encore plus délirant. Enfin, finalement, j'ai regretté de ne pas en avoir fait une autruche. Parce qu'on se dit, waouh, il y a une autruche qui rentre dans la chambre, ça a une autre gueule, quoi. Là, moi, mon oiseau, je le trouvais un peu minable à côté. J'en ai vu une dernièrement à Kuala Lumpur, je me dis, oulala, ouais, c'est sûr qu'elle a dû se dire, elles sont encore plus cinglées que prévu, quoi. Mais il suffit d'un moment de distraction pour qu'elle transforme un oiseau de 60 cm en oiseau d'1m80, et ça change tout le roman. On aimerait bien savoir qui est la journaliste quand même. Madame, vous vouliez... je me souviens pas de son nom. Elle était super sympa. Vous étiez venu à l'écriture par les ateliers. Oui. Atelier d'écriture. Oui, exactement. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Olivier parlait de dernière chance. C'est vrai que moi, à un moment, je me suis dit quand même, ça fait 30 ans que dans ta tête, tu dis que tu es un écrivain sans avoir jamais rien publié, pratiquement jamais rien fini non plus. Donc vous l'avez dit dans votre tête. C'est à partir du moment où on le prononce qu'on devient taré. L'idée de l'atelier, c'est de dire, on évoquait la dernière chance, c'est de se dire, bon, je peux pas continuer plus longtemps en ne mettant pas à donner enfin les moyens réellement d'atteindre ce qui a toujours été le seul but de ma vie, quoi. Et les ateliers, c'est compliqué. Philippe Dion, il dit quelque chose de très juste. Il dit un atelier d'écriture ne fera jamais de quelqu'un qui n'est pas un écrivain. Par contre, quelqu'un qui l'est, ça lui fera peut-être gagner du temps. Et probablement que c'est ce que ça a fait pour moi. C'est-à-dire qu'il a pratiquement jamais donné de commentaires sur le texte, sur les mots, sur les phrases, etc. Mais plutôt des choses ayant trait au rythme, au dit ou au non-dit, aux histoires et aux histoires sous-jacentes, etc. Et donc, moi, c'est vraiment ce que ça m'a apporté. Et au-delà de tout, la discipline. Je me souviens, un jour, je finis l'atelier, puis avec Philippe Dion, finalement, on a collaboré bien au-delà de l'atelier. Et puis on se voyait régulièrement, on échangeait, et puis à un moment il me donne un petit papier plié en 4. Et il me dit, tu regarderas ça chez toi demain, je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider. J'ouvre le truc le lendemain, il y a marqué travail, travail, travail. Ça m'a apporté. Ouais, c'est vrai, ça demande une très grande rigueur. Ouais, c'est sûr. Vraiment. Ouais. Je voulais juste ajouter pour la question qui a été posée sur comment on fait pour devenir écrivain, qu'il y a désormais en France depuis assez peu de temps des masters de création littéraire qui sont faits sur le modèle. Voilà. Je sais, mais je sors des études, enfin
je suis sortie il y a quelque temps des études et c'est vrai que j'aurais du mal à m'y remettre dans le côté master, examen. Non mais là on est du coup on est sur des masters qui sont vraiment aussi liés à l'écriture et avec des écrivains de grande qualité. Il y en a à Paris autour de Lydia Rosenthal, de Vincent Message, au Havre avec Laure Limongi qui est par ailleurs éditrice. Voilà, ça peut être aussi à un moment donné, disons non pas que ça puisse en effet vraiment construire un écrivain, mais sans doute avec cette aspiration-là, en tout cas, ça peut être une étape. Il y a déjà plusieurs livres qui ont été publiés à l'issue de ces masters de création chez différents éditeurs. Oui, donc, il y a qu'à regarder aux États-Unis la liste bien sûr. On parlait de Raymond Carver dans la voiture, la liste du nombre d'écrivains qui sont passés par des ateliers, des séances de creative writing depuis 60 ans aux États-Unis. C'est pratiquement, je sais pas, c'est pratiquement 2 écrivains américains sur 3 qui ont. La génération Baptiste Ellis, Rick Moody, etc. sont tous passés par des. Exactement. Super enrichissant, c'est vrai. Mais... Ouais, tous pratiquement. Donc là-bas, ça fait 50 ans que ça se pratique, quoi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une histoire de filiation qui se construit. En fait, c'est ce qu'on voit avec les États-Unis où ça existe depuis longtemps, c'est que James McInerney, par exemple aussi, ils ont participé à des ateliers d'écriture ou des séances de creative writing et des écrivains qu'ils admiraient, puis ils sont devenus écrivains, et à leur tour, ils ont transmis le peu de choses, les choses qu'ils avaient appris à d'autres, et ça crée aussi des écoles d'une certaine manière informelles et des filiations, et ça je trouve que c'est intéressant parce que ça trace un fil conducteur finalement entre auteurs. Il y a la filiation Jay McInerney, Bret Easton Ellis et Jonathan Safran Foer. Alors finalement, 3 générations, ça peut être ça. Absolument, il y aura probablement un autre écrivain en dessous de Jonathan Safran Foer. Oui. Alors, pas bête. Je vais rester sur le procédé d'écriture, désolé. Moi j'ai une question qui touche la forme et l'objectif pour Olivier Chanfrein. J'ai remarqué que votre discours direct était présenté sous forme de narration, c'est-à-dire que vous n'avez à aucun moment mis de guillemets, de tirets, le discours rapporté. Et moi, ça m'a fait penser, alors c'est quelque chose qui m'a marqué, donc en relisant mes notes, je l'ai noté, ça m'a fait penser un petit peu, ça me fait penser un petit peu à Apollinaire, qui avait supprimé toute la ponctuation de sa poésie, en disant que finalement, ce qui doit rester, on peut se passer de la ponctuation, l'interprétation peut suppléer. Voilà. Suppléer la ponctuation. Et effectivement, parce que ce qui reste, j'ai lu beaucoup de livres depuis, enfin plusieurs livres depuis votre roman, et c'est drôle parce qu'en relisant mes notes, j'avais oublié ça. Ce qui reste, c'est pas ça. Mais j'ai quand même cette question qui m'interpelle, je l'avais notée. Pourquoi est-ce que vous avez écrit directement sans ponctuation, ou est-ce que vous l'avez supprimé ensuite? Pourquoi ce choix? Oui, c'était un choix dès le départ, en fait. Alors, en même temps, je suis passionné par la ponctuation. Il y a une partie des éléments de ponctuation que j'ai volontairement supprimés, comme les tirets sur les dialogues. Après, par exemple, les virgules, les points-virgules, moi je crois que c'est dans cette ponctuation-là que je trouve le plus de plaisir dans l'écriture. Le placement des virgules, l'utilisation des points-virgules. Bon, je ne dois pas être normal, mais c'est vraiment ce qui me donne le plus. Houellebecq, c'est sa passion. Ah ouais. Et puis je suis l'homme qui place le mieux sur mon... les points virgules. Moi, c'est ce qui dit. Voilà, j'écrase tout le monde. Donc vous avez un concurrent sérieux. Bon, j'ai probablement plus de dents et moins de talent, mais ouais, moi ça me passionne. Donc ça, à l'inverse, c'est une chose sur laquelle je passe énormément de temps. Mais par exemple, les tirets des dialogues, je trouve qu'esthétiquement, je trouve ça assez laid, en fait. Quand on a des dialogues assez longs, cette succession de petits tirets, je trouve que c'est affreux visuellement. Et j'étais convaincu aussi, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais que si c'est suffisamment bien écrit, on n'a pas besoin de le tirer pour comprendre qu'il s'agit d'un dialogue. Et donc je me disais à la fois ça n'apporte rien, c'est pas joli, et on n'en a pas réellement besoin pour qu'on comprenne que c'est un dialogue. À la base, j'avais même retiré les points d'interrogation
que de la même manière, je trouve qu'on comprend facilement ce qui est une question. Et le point d'interrogation, je trouve aussi qu'il apporte pas grand-chose. Mais là, mon éditeur m'a dit, bon, les tirets, passe encore. L'absence de point d'exclamation, ok, de toute façon, on utilise assez peu les points d'exclamation. C'est un premier roman, faut peut-être pas exagérer, donc j'ai remis les points d'interrogation. Mais j'ai gagné par contre sur les tirets. Moi, je me suis marré parce que je pensais à tous les tirets qu'il y avait dans mon roman. Ouais. J'essaie d'y réfléchir, j'ai pas d'avis encore sur la question. C'est comme de regarder ça en rentrant. Vraiment sérieusement. Donc je suis vraiment contre les tirets et pour les virgules et les points de virgule. Je ne ferai pas redire mon roman sur le sujet. Mais les mots, ouais, ça crée une autre musique de la même manière. Comme j'aspirais à beaucoup de fluidité dans le style, c'est pour ça qu'il n'y a pas de paragraphe non plus. Je voulais que le texte s'écoule de manière fluide. Le paragraphe, il n'y a pas de passage à deux exceptions près, il n'y a pas de passage à la page d'après. Et pour essayer de trouver cette impression de fluidité, qui est moi ce que j'aime le plus chez les écrivains que j'admire, et notamment pour moi le plus grand de tous en matière de fluidité, qui était Hemingway, où c'est tellement beau son écriture, ça coule de source, c'est simple, c'est fluide, ce qui est le fruit d'un travail énorme, et sans savoir si j'y arriverai, probablement pas. C'est en tout cas vers ça que je veux tendre. Bien, mais écoutez, je m'excuse, je vois qu'il est midi. On avait... Ah ben allez-y, pardon, je vous coupe la parole, désolé. Est-ce que ça vous arrive d'écrire, enfin de créer des personnages que vous n'aimez pas forcément tirer? Ah, bien sûr. Mais vous les gardez tout le long d'histoire ou vous faites en sorte que à la fin vous appréciez pas, du coup vous les tuez ou des histoires comme ça ou... Tuer cruellement, sauvagement. Oui, non, mais évidemment, il y a des personnages qui passent dans mes romans que je n'aime pas. Globalement, j'ai de la tendresse pour tous mes personnages, surtout pour leurs défauts. Mais il y en a qui ont des défauts tellement énormes que je ne les aime pas. J'ai un personnage qui s'appelle Jean-Pierre et qui se fait appeler Pierre-Jean. Il n'a absolument rien de sympathique. Je n'ai pas d'affection. Et sa disparition dans le roman ne m'a pas beaucoup affecté. Je n'arrive pas à ne pas les aimer, même les pires. Là, je parlais d'hier de La Fête au bouc de Mario Vargas Llosa qui parle de Trujillo. Il est assez difficile d'avoir de la sympathie pour lui. Je ne sais pas si... Et d'ailleurs, on sent la haine que Vargas Llosa a pour ce dictateur. Donc ça arrive. Oui, ça arrive. Mais il m'empêche pas de dormir, c'est méchant. Pas encore traité de dictateur sanguinaire, on verra bien. Je vous dirai à ce moment-là, j'ai énormément de sympathie pour Maduro, ou pour... Finalement, je le trouve assez charmant. Donc on verra ça dans le prochain roman. Et sans tiret. Mon métier, c'est de rendre les dictateurs sympathiques et de ne pas mettre de tiret. Finalement, je vous écoute parler, je suis terriblement ringard, quoi. Des tirets partout, des points d'interrogation. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être ringards comme Olivier en même temps. Je vais revoir mon truc, là, je vais chambouler tout ça. Bon, ça, je crois qu'il y a un petit temps de signature avec le livre.